Donc oui, je suis Pierre-Antoine Joulin, un jeune ingénieur de recherche IFP Énergie Nouvelle. Et je tiens d'abord à vous remercier Grégoire pour cette invitation à ce séminaire où je vais vous présenter des travaux qui ont été effectués en grande partie durant ma thèse. Ma thèse qui était le fruit d'un partenariat entre le CNRM, le laboratoire de Météo France, et IFP Énergie Nouvelle. Et donc je vais vous présenter un nouvel outil que j'ai développé qui va de l'échelle méso à l'échelle micro, un outil qui va permettre de simuler les parcs éoliens dans une couche limite atmosphérique réaliste. Je vais commencer cette présentation par du contexte où je vais tenter de définir les notions qui vont nous servir tout au long de cette présentation. Et je vais d'abord définir ce que c'est que la couche limite atmosphérique. Je vous propose ici une coupe 2D du bas de la troposphère avec le ciel, la Terre et un océan. Et en fait, on va venir distinguer dans cette couche la couche limite atmosphérique en bas, proche de la surface, de ce qu'on appelle l'atmosphère libre. Entre les deux va se situer la zone d'inversion, qui va être le plafond de la couche limite atmosphérique. En fait, ce qui va définir la couche limite atmosphérique, c'est cette présence de turbulence. Turbulence qui est produite par deux types majoritairement, qu'elle est produite de façon mécanique à cause des cisaillements et de la rugosité qu'il y a au sol. Et elle va aussi être produite de manière thermique à cause du soleil qui va venir frapper le sol, et le sol va restituer cette chaleur en créant des convections, donc des mouvements. Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ah oui, d'accord. Je vais poursuivre du coup. Euh, vous n'aviez plus mon micro, c'est ça? Oui, désolé, c'est moi qui ai coupé le micro de tout le monde, y compris le tien. Je suis Ah désolé. d'accord, ok. Donc je vais résumer la couche limite atmosphérique en deux types de production de turbulence, une production mécanique et une production thermique. C'est pour ça qu'on a une grande turbulence à l'intérieur. Alors qu'au-dessus, dans l'atmosphère libre, là, l'écoulement est plutôt laminaire. Il est gouverné par la force de Coriolis, l'image de la force de Coriolis qui est en fait due à la rotation de la Terre, et aussi par les gradients de pression entre les anticyclones et les dépressions. Euh, La taille de la couche limite atmosphérique va varier. Sur Terre, elle est souvent assez haute, elle va varier entre 500 mètres et 2000 mètres le long de la journée, alors que sur mer, elle est souvent plus fine, elle va seulement de 100 à 200 mètres. Et ça, c'est dû à la capacité calorifique de l'eau, puisque les océans auront une tendance à emmagasiner beaucoup plus de chaleur, alors que le sol, lui, va la restituer, et ces mouvements ascendants vont faire grimper le sommet de la couche limite atmosphérique. Alors juste pour donner une image un peu de la vie de tous les jours, c'est au sommet de la couche limite, dans la couche d'inversion, vont se créer les cumulus, donc les petits nuages en forme de mouton qui bouillonnent. Et c'est en dessous, dans la partie supérieure de la couche limite atmosphérique, que vont se créer les stratocumulus, donc les voiles nuageux, signes de mauvais temps. Ce qui nous intéresse pour le lien, c'est évidemment le vent. Donc, on a ce profil logarithmique qui va monter avec une vitesse 0 au sol et qu'on va monter progressivement selon ce logarithme jusqu'au sommet de la couche limite atmosphérique. Et sur l'eau, on a moins de rugosité. Alors là, j'exagère un peu, mais j'ai mis une vitesse beaucoup plus forte au niveau du sol qui donne un cisaillement du vent différent. Et c'est donc là qu'on va venir placer nos éoliennes pour produire de l'énergie. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que la taille des éoliennes va varier. Sur Terre, on met souvent des éoliennes plus petites parce qu'on est contraint par des normes, notamment de construction, à cause des habitations qu'il y a autour et des routes, etc. Alors que sur l'eau, on a beaucoup moins de contraintes. Et du coup, les constructeurs vont se permettre de mettre des éoliennes beaucoup plus grandes. Et ces éoliennes, comme on voit ici, vont pouvoir travailler dans une grande partie de la couche limite atmosphérique et parfois même la dépasser en allant un petit peu au-dessus dans l'atmosphère libre. Maintenant que j'ai fait une partie un peu météorologie, je vais vous détailler et vous définir ce que c'est que le sillage d'une éolienne en vous proposant deux visions. Une vision instantanée en haut et une vision moyennée en bas. Donc, dans la vision instantanée, on a évidemment la présence de turbulences dans le vent. En dessous, on a ce logarithmique moyen du vent. Et un premier élément important du sillage d'une éolienne, ce sont les tourbillons marginaux. Alors, ces tourbillons sont bien connus en aéronautique, puisqu'ils sont dus à la différence de pression qu'on a au-dessus de l'aile et en dessous de l'aile. Et au bout des ailes, on va avoir cette pression qui va se remettre on a la surpression d'en bas de l'aile qui va venir être aspirée par la dépression en haut de l'aile, et on va avoir ce tourbillon qui va se créer au bout de l'aile. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit souvent deux rubans dans le ciel quand on voit des avions. Alors, en période Covid, on voit beaucoup moins d'avions
qu'avant, mais en tout cas, le nuage qui est créé par cette condensation de la vapeur d'eau à cause des effets thermodynamiques des moteurs, ils vont venir s'enrouler comme ça, de part et d'autre des ailes et créer 2 bandes dans le ciel. On appelle ça une nappe tourbillonnaire, hein, c'est ce grand tissu qu'on va enrouler de part et d'autre. Et cette nappe tourbillonnaire, pour une éolienne, elle va avoir une forme hélicoïdale, puisqu'en fait, une pale d'éolienne, c'est un peu l'envergure d'un avion. On va avoir le pied de pale sur la première, d'un côté de l'avion, et de l'autre côté, on va avoir le bout de la pale. Et ces pales vont tourner, et donc on va avoir une formation hélicoïdale de cette nappe tourbillonnaire avec des tourbillons de part et d'autre. Et tout en bas à droite, je vous propose une petite image où on a injecté de la fumée à peu près au niveau du bout d'une petite éolienne ici qui va tourner et on voit bien se dessiner ces tourbillons marginaux au bout de l'aile. Un autre aspect, ça va être le méandrement du sillage. Donc ça va être une oscillation du sillage dans sa globalité à cause des grands tourbillons de l'atmosphère. Et pour ce qui est de la vision moyennée, eh bien, on a ce qu'on appelle le déficit de vitesse créé par l'éolienne, puisque le but de l'éolienne, c'est de convertir l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Elle va donc prélever cette énergie cinétique et donc la vitesse du vent va réduire. Et cette réduction de vitesse, comme vous voyez ici, on va considérer, hein, ça c'est ce qui est souvent fait, on va considérer que c'est une gaussienne qu'on va venir superposer à notre profil logarithmique de vitesse et ça va donner cette forme-là. Et plus on va s'éloigner de l'éolienne, eh bien, plus ce déficit de vitesse va s'estomper jusqu'à retrouver une atmosphère normale sans déficit de vitesse. Un deuxième effet, c'est la mise en rotation du sillage. Une rotation qui va être dans le sens opposé de la rotation de l'éolienne, qui est due à l'inclinaison des pales notamment et à son mouvement. Et enfin, une dernière zone importante, un dernier effet important, c'est cet effet d'induction de l'éolienne, puisqu'en fait, juste en face de l'éolienne, on va avoir une petite zone de surpression. Et donc, les particules d'air, elles vont tenter de contourner l'éolienne, peut-être parce qu'elles ne veulent pas se faire voler l'énergie. Elles vont tenter de contourner l'éolienne, elles vont donc réduire leur vitesse et voilà, tenter de passer autour. On peut donc définir 3 zones sur ce sillage. Une zone d'induction, on a les phénomènes d'induction. Une zone qu'on appelle le sillage proche, où on sera proche de l'éolienne, on aura peut-être ces tourbillons marginaux bien dessinés. Et plus loin, une zone de sillage lointain, où c'est la zone où le sillage va s'estomper pour retrouver l'état atmosphérique de base. Donc on a vu une part de météo, une part d'aérodynamique avec les sillages, et du coup, on se demande s'il peut y avoir des interactions entre les parcs éoliens et la météorologie locale. Et un exemple bien connu, c'est cette photo du parc de Hornsrev 1, un parc offshore, hein, là c'est de la mer, au large du Danemark. On a cette création nuageuse, cette formation de brouillard dans le sillage des éoliennes. Alors en voyant cette photo, on peut se poser pas mal de questions. On peut se demander si il va y avoir des modifications de température. Est-ce qu'on va créer plus de nuages? Est-ce que ça peut modifier la pluie? Donc là, et aussi comment est-ce qu'on pourrait caractériser l'impact spatio-temporel? Est-ce que ça va loin derrière le parc? Est-ce que ça dure longtemps? Donc là, c'est des questions plutôt sur l'impact des éoliennes sur la météorologie locale. Mais à l'inverse, on peut aussi se demander si cette formation nuageuse va impacter la production du parc. Le producteur voudrait savoir si cette formation nuageuse va dégrader la performance de production énergique du parc. On a donc des interactions dans les deux sens et la question scientifique qui a un peu créé ce projet pour ma thèse serait de comment est-ce qu'on pourrait qualifier, quantifier et prévoir les interactions qu'il y a entre les parcs éoliens et la météorologie locale. Et l'approche qu'on a choisie, c'est un couplage numérique entre un modèle météorologique d'ordre élevé avec des méthodes aérodynamiques d'éoliennes. Maintenant que le contexte est bien posé, je vais parler des méthodes, ensuite je vous montrerai des résultats et je vais commencer cette partie méthode en vous présentant un état de l'art sur ces couplages entre aspect météorologique et aspect éolien. Et je vous propose de faire ça de manière graphique avec ce graphe-là, avec en abscisse la qualité de représentation de l'atmosphère et l'ordonnée, c'est plutôt la qualité de représentation des éoliennes. Tout ça d'un point de vue numérique. D'abord, ce qu'on peut faire, c'est découper ce graphe en différentes zones. Alors, les zones sont assez approximatives, mais bon, ça nous permet de faire des paquets. Pour ce qui est de l'écoulement atmosphérique, eh bien, on va mettre ici tout ce qui concerne les écoulements non visqueux. Ensuite, on va prendre en compte la viscosité du fluide. Et enfin, on va ajouter les phénomènes météorologiques comme la création des nuages. Pour ce qui est de l'éolienne, la vision la plus basique, c'est cette vision lointaine qui dit qu'un parc éolien, c'est ni plus ni moins qu'une grande forêt. Et donc, on va avoir juste une friction au sol, un phénomène de rugosité. Au-dessus, on a les méthodes actuatrices, aussi connues sous le nom de body force. On va venir prendre en compte les efforts aérodynamiques des éoliennes pour venir modifier l'écoulement du vent.
Et enfin, on a la résolution complète de l'écoulement, mais ça, malheureusement, les capacités de calcul ne le permettent pas, puisqu'il s'agit à la fois de résoudre la couche limite de l'atmosphère, mais aussi la couche limite des pales. Et donc, ça demande des maillages, un grand nombre de mailles avec un maillage vraiment très fin. Donc, pour l'instant, on ne peut pas se permettre ce type de calcul. Et donc, dans ce graphe, je vais venir placer des références de la littérature et je vais venir dessiner un halo qui contiendrait tous les papiers qui gravitent autour de ces références-là. On voit donc qu'on a un amas ici vers le bas, en bas à gauche. Et donc, les travaux qui ont été menés durant cette thèse se situent dans ce bloc ici, avec les méthodes actuatrices en prenant en compte des phénomènes météorologiques. Et pour être plus précis, en fait, la procédure, la méthode qu'on a appliquée, c'était d'utiliser des méthodes actuatrices de plus en plus précises, qui prennent de plus en plus en compte les phénomènes aérodynamiques, et aussi de prendre en compte de plus en plus de phénomènes météorologiques. C'est pour ça qu'on va du bas en bas à gauche jusqu'à en haut à droite. Donc sur la méthode qu'on a choisie, je vous propose ici une vision globale avec à gauche MESO-NH. Donc MESO-NH, c'est un code qui va représenter la couche limite atmosphérique. C'est un code open source qui a été développé par le CNRM, donc le Centre national de recherche en météorologie et le laboratoire d'aérologie, qui utilise la méthode LES avec une résolution ici que les météorologues vont considérer très fine pour nos travaux, une résolution de 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. À droite, on a les éoliennes qui sont présentées par les méthodes actuatrices. Et là, les aérodynamiciens diront que cette résolution est très grossière, mais il faut faire la même, il faut trouver un compromis, encore une fois, de 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Entre les deux vont transiter des informations. MESO-NH va fournir le champ de vent autour de l'éolienne. Et grâce à ce champ de vent, eh bien, les méthodes actuatrices vont pouvoir déterminer les efforts aérodynamiques qu'ils vont renvoyer vers MESO-NH par effet d'action-réaction. Et MESO-NH, en prenant en compte ces forces, va pouvoir modifier l'écoulement du vent et donc générer le sillage des éoliennes. Pour donner un peu plus de précision sur le modèle météorologique MESO-NH, c'est donc un modèle qui va représenter la couche limite atmosphérique en prenant en compte un grand nombre de phénomènes comme la radiation du soleil, la microphysique nuageuse, les échanges avec la surface, mais aussi la turbulence grâce à cette méthode LES. Et pour être plus précis encore, c'est un modèle aux différences finies qui utilise des schémas d'ordre élevé. Ce sont en tout cas les schémas que moi j'ai utilisés pour mes simulations. Un schéma centré d'ordre 4 pour l'aspect spatial et un Runge-Kutta d'ordre 4 pour le temps sur avec une méthode LES. Et le but du jeu, mon travail à moi, ça a été d'ajouter les éoliennes dans ce code-là. Et les éoliennes, eh bien, une des méthodes, et donc la méthode la plus poussée qu'on a développée, c'est la méthode de l'actuator line. Donc de l'éolienne, on ne va considérer que les 3 pales, et ces 3 pales, on va les découper en un ensemble de sections, des profils comme ça. Et chaque section va être représentée par des points sur ces lignes qui vont tourner. Donc ces lignes, on comprend alors le nom, actuator line. Ces points vont appliquer 2 forces, ce sont les 2 forces aérodynamiques qu'on connaît bien, qui en fonction du vent incident vont créer une portance et une traînée. Et donc, pour ce qui est du développement, je ne vais pas détailler les algorithmes, mais je vais juste résumer ici ce qu'on a fait. En reprenant le graphe de tout à l'heure, eh bien, on va résumer le modèle actuator line par ces 3 lignes qui vont tourner avec cet ensemble de points qui vont appliquer des forces. Mes ONH, je vais résumer ça par une grosse boîte où on va appliquer un champ de vent et on va venir placer l'éolienne à l'intérieur. Et pour ce qui concerne l'information du champ de vent, eh bien, c'est la densité du vent et la vitesse du vent qui va être utilisée pour calculer les forces aérodynamiques. Ces efforts-là, on les voit grâce aux couleurs. Dans ces efforts-là, dans ces forces aérodynamiques, on prend en compte cette densité et ce vent qu'on va venir appliquer dans les équations de Navier-Stokes, ici simplifiées, moyennant quelques changements de repères. Alors, comme je l'ai dit, je ne détaille pas l'algorithme de calcul, mais je vais juste vous parler ici, mentionner une méthode qui semble assez intéressante, qui traite de la gestion des échelles, puisque quand on regarde les pas de temps imposés par MESO-NH et les pas de temps imposés par l'actuator line, on a une certaine différence. On connaît ce critère, le critère du nombre de courants, le critère CFL pour MESO-NH, et une explication, une image qu'on peut donner de ce critère, c'est le fait d'éviter qu'une onde propagée par le vent, on veut éviter qu'elle saute une maille entre 2 pas de temps. Donc en fonction de la taille de maille et de la vitesse du vent, on va avoir un critère sur le pas de temps. Alors j'ai donné cette image parce qu'on a à peu près la même pour ce qui concerne les éoliennes, mais cette fois-ci, on va faire en sorte que les pales évitent de sauter une maille lors de sa rotation entre 2 pas de temps. On va donc prendre en compte cette vitesse de translation circulaire en bout de pale, ici, oméga R type, qui est la vitesse maximum, avec le maillage pour établir ce critère sur le pas de temps. Et quand on fait une petite application numérique de ces pas de temps, eh bien, on se rend compte que le pas de temps MESO-NH est beaucoup plus grand que le pas de temps de l'actuator line, qui est beaucoup plus restrictif. Et le problème, c'est qu'à la fin, vu qu'on veut
respecter ces deux critères, on doit prendre le minimum des deux. Et donc, ça nous invite à utiliser un pas de temps très fin de 0,1 seconde pour faire tourner MesoNH, qui est un peu la grosse boîte. Derrière, il y a toute la méthode LES. Et donc, on est invité ici à faire tourner MesoNH 10 fois plus que ce dont il aurait besoin pour respecter ce critère CFL. Et donc, on veut éviter ça, pour éviter d'avoir des calculs qui sont trop longs. Et donc, on a appliqué une méthode. Alors, pour l'illustrer, ici, je vous propose une coupe verticale. On voit le maillage, méso-NH, typiquement du code météorologique. Et ici, je vous représente des pales en rouge. Là, une première position à l'instant TI et sa position au pas de temps suivant, TI plus 1, avec des points. Et ici, on voit que typiquement, entre ces deux pas de temps, la pale a sauté toutes ces cellules-là. Et donc, ces cellules-là n'ont pas vu passer l'éolienne, elles n'ont pas l'information de son passage, et donc le champ de vent ne sera pas modifié, et donc le sillage sera erroné. Pour éviter ça, en fait, entre deux pas de temps, on va appeler plusieurs fois l'algorithme de l'éolienne pour venir placer des pales fictives entre ces deux positions. Et ainsi, on va pouvoir combler tout le manque d'informations. Et pour respecter le bilan de quantité de mouvement entre deux pas de temps, on va prendre soin de diviser l'effort en fonction du nombre de subdivisions du pas de temps. Donc une fois qu'on a développé ces méthodes, le but du jeu, c'était de valider ces résultats. Et d'abord, on effectue une validation sur cette expérience New Mexico. Donc c'est une petite éolienne qui est placée dans une soufflerie ouverte. Je dis petite éolienne parce que sa pale mesure 2 mètres, 25, quelque chose comme ça. On voit ici des gens en bas. Et donc, on a soumis cette éolienne à un vent et on a mesuré les efforts le long de la pale. Donc, on a ici les efforts normaux et les efforts tangentiels. Et là, c'est la distribution de ces efforts le long de la pale. Alors, effort, c'est un abus de langage, en fait, une contrainte, parce que ce sont des newtons par mètre. Et ce qu'on voit ici, c'est donc on a plusieurs codes. On a le code Castor, c'est un code qui applique les méthodes tourbillonnaires, qui est développé à IFPEN. On a SOFA, c'est un code LES qui va représenter les éoliennes et qui est basé sur OpenFOAM. Donc c'est un code américain sur lequel on va pouvoir se comparer. On a MesoNH avec notre actuator line et la méthode LES, pardon. Et on a ensuite en rouge l'expérience. Et donc ce qu'on regarde, c'est le long de la pale, la distribution de ces efforts. Et on voit qu'on a quand même de bons résultats sur l'effort principal ici, l'effort normal, des bons résultats qui va bien être en accord avec l'expérience et aussi les autres codes numériques. Par contre, sur l'effort tangentiel qui est plus faible, on voit qu'on a une surévaluation qu'on essaie encore de corriger, mais globalement, on est assez content de nos résultats. Et pour être encore plus précis, on a aussi une mesure du sillage. En fait, là, c'est une vision vue du haut de l'éolienne. On a une ligne ici. On a pu mesurer les trois composantes du vent, UV, W, grâce à des mesures PIV. Ici, je vous montre les composantes U et V, sachant que W est assez similaire à V. Et donc, en abscisse, on va parcourir le long de cette ligne et on a l'intensité en ordonnée du vent. Donc, sur la direction principale du vent, la direction U, on part à 10 mètres par seconde et on a cette première induction qu'on a devant l'éolienne. L'éolienne est représentée ici par les pointillés noirs à la position 0. Et donc, partant de 10 mètres par seconde, on a le vent qui va d'abord être réduit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la zone d'induction. On a la composante axiale qui va diminuer et on va gagner par contre une composante radiale puisque les particules tentent de contourner l'éolienne. Ensuite, on traverse l'éolienne et on a le déficit de vitesse dans le sillage qui va créer notre sillage derrière puisque l'éolienne a volé l'énergie du vent. On voit que globalement, on a encore des bons résultats. On va bien suivre tous ces points, à la fois pour la zone d'induction et pour le sillage. Ce qu'on voit ici sur la composante radiale, c'est qu'on ne capte pas ces oscillations un peu haute fréquence qui sont sûrement dues au hachage des pales. Mais ça, c'est peut-être parce que la résolution de notre modèle ici, qui est à 10 cm, est encore un peu trop grande pour résoudre ce type de comportement. Mais globalement, un code météorologique qui tourne à 10 cm, on est quand même assez impressionné par la qualité des résultats qu'ils nous ont donnés. Donc on a été globalement assez satisfait de cette validation aérodynamique. Une fois que cette dernière a été faite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que notre code est capable de représenter des interactions météorologiques complexes? Et du coup, on a choisi ce cas de cette photo, cette formation nuageuse sur le parc de Hans Rev 1 que je vous ai présenté au début. Donc ici, on voit une carte, c'est le Danemark, on est ici sur la côte, c'est ce parc-là qui a cette forme en parallélogramme. Le parc qui est offshore, il est à peu près une quinzaine de kilomètres des côtes, et où on a eu cet avion qui est passé, donc c'est une photo qui a été prise en 2012, un hélicoptère, pardon, qui est passé autour du parc et qui a capturé cet événement. La première étape, ça a été de réduire le cas d'étude, parce que si on regarde bien,
Sur cette photo, en fait, cette photo, je vous l'ai dit au début, elle est assez connue dans la communauté parce qu'en fait, elle permet de représenter le sillage des éoliennes, puisque là, grâce à la condensation, grâce aux gouttelettes d'eau, on a une image du sillage des éoliennes, donc ça permet de voir quelque chose qui d'habitude est invisible. Mais aussi, cette photo est utilisée pour montrer ce qu'on appelle la perte de production à cause du sillage, parce que si on regarde dans la traînée de ces premières éoliennes, qui sont de front, on a d'autres éoliennes qui se situent en plein dans le sillage des premières éoliennes. Donc les éoliennes qui sont derrière vont voir un vent plus faible à cause du déficit, mais aussi un vent plus turbulent puisqu'on a la turbulence du sillage. Et donc la production sera réduite et en plus à cause de la turbulence, on aura possiblement des oscillations qui vont venir fatiguer les pales. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le vent tourne et un parc, quand il est designé, il est fait pour être optimisé dans ce qu'on appelle les vents dominants, donc les vents très forts qui ont une certaine direction, qui vont apparaître assez souvent. Sauf que le problème, c'est que le vent tourne et parfois, il donne lieu à ce type de fonctionnement où malheureusement toutes les éoliennes sont alignées. Donc c'est un désavantage ici pour le parc, mais c'est un avantage pour nous, puisqu'en fait, on va pouvoir considérer une symétrie du problème, vu que le vent est parfaitement aligné avec les éoliennes. Et donc, on va pouvoir seulement étudier cette ligne-là en considérant des conditions périodiques cycliques sur les bords du domaine. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui va sortir d'un côté va rentrer de l'autre. Et donc, finalement, on va faire la simulation d'une ligne d'éolienne qui est au milieu d'un parc infini. Pour ce qui est des conditions atmosphériques, eh bien, on a la chance d'avoir sur ce parc 3 mâts météo, le mât M2, le mât M6 et le mât M7. Et donc, on a décidé d'utiliser le mât M6 parce qu'il est à la fois très proche du parc, mais en même temps pas influencé par cette formation nuageuse comme le mât M2. On va donc partir sur le mât M6 et aussi on va utiliser des données de réanalyse MERA. Donc pour les conditions météorologiques, je vous propose ces profils qu'on utilise souvent en météorologie, le profil du vent, le profil de la température et le profil du rapport de mélange en vapeur d'eau. Pour ce qui est du vent, eh bien, la photo, on connaît l'heure. On sait que la photo a été prise à 10 heures le 8 février. Et donc, on a récupéré les données du mât météo qui ont 2 points de mesure autour de cette heure à 10 heures. Et ce qu'on fait d'abord dans ces codes-là, la méthode, c'est d'abord de faire une simulation qu'on appelle précurseur. Donc, on va faire notre domaine et on va simuler 3 heures ici de conditions atmosphériques pour pouvoir créer justement les conditions atmosphériques qui nous conviennent et notamment pour pouvoir générer la turbulence, etc. dans le domaine. Et c'est au bout de ces 3 heures qu'on va venir injecter les éoliennes et simuler et commencer à simuler le sillage. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un premier vent initial et on s'assure bien qu'au bout de 3 heures, on obtient bien un profil logarithmique comme ça, grâce à la rugosité de l'océan, qui va venir taper un peu dans les mesures du mât météo. Pour la température, pareil, on a ici 2 mesures. On utilise par contre en météo plus souvent la température potentielle, donc c'est une température modifiée qui va nous permettre de nous affranchir des variations dues à la pression sur l'altitude. Donc ce qu'on fait, c'est que au T0, en initialisant le domaine, on fixe un premier profil de θ et on s'assure qu'au bout de 3 heures, eh bien, on a bien la vraie température ici en jaune qui colle avec les points de mesure du mât météorologique. Et enfin, pour la teneur en vapeur, donc malheureusement, on n'avait pas de mesure d'humidité sur ces mâts météorologiques. C'est pour ça qu'on a dû utiliser ces données de réanalyse MERA. Donc, ce sont des données qui sont à grande échelle et donc malheureusement, on n'a que 2 points qui sont très espacés. C'est pour ça qu'on a cette ligne complètement linéaire. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu dessiner une courbe typique de rapport de mélange d'eau nuageuse avec ce plafond ici, puisque là, c'est le sommet de la couche limite atmosphérique. On a donc ce saut ici qui apparaît et qui va venir se dessiner autour de cette valeur de données de réanalyse. Donc une fois qu'on a fait nos 3 heures de simulation et qu'on a bien obtenu nos conditions atmosphériques, eh bien on vient placer les éoliennes. Donc voilà le résultat sur ce cas réduit. Cette petite animation, on a les 8 éoliennes qui sont le long de cette ligne. Et ici, ce que je trace, c'est des isocontours d'eau nuageuse. Et donc qui donne voilà, cet aspect nuageux avec un certain jeu de transparence qui donne la formation de ce nuage. Donc la vidéo ici est accélérée 90 fois par rapport à ce qui se passe dans la réalité. Et on a en tout cas un résultat qui ressemble bien à la photo qui a été prise par hélicoptère, avec cette première éolienne qui va venir créer un nuage. Ensuite, le nuage va s'étendre et se gagner en taille en frappant les éoliennes qui sont derrière. Et pour regarder un peu plus en détail, je vous propose de regarder une deuxième photo parce qu'en fait, l'hélicoptère a fait le tour du parc, il a pris 2 photos et là, c'est une photo un peu plus vue de côté. Je vous propose de faire un zoom
sur les sillages qu'il y a derrière les premières éoliennes du parc et aussi de faire un zoom sur leurs résultats. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des patterns de nuages qu'on va pouvoir reconnaître. Il y a d'abord ce nuage constant qui apparaît en haut de l'éolienne, qu'on retrouve dans nos résultats. Et de ce nuage constant vont se détacher des petits vortex. Je ne sais pas si on les voit bien, je les entoure ici en orange. Et ces petits vortex vont périodiquement venir s'écraser sur l'éolienne qu'il y a derrière. Et c'est ce qu'on voit ici en vert. Alors, pour vous prouver que ce n'est pas juste une photo qui est prise au bon moment, et aussi parce que c'est toujours avec grand plaisir que je montre des animations, je vous montre ici une vidéo où on voit bien ce nuage qui se dessine, ce nuage un peu constant, avec ce détachement tourbillonnaire périodique ici de ce nuage, qui va venir s'écraser et s'étendre ensuite sur l'éolienne qu'il y a juste derrière. Une fois qu'on a fait l'étude sur un petit cas, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la simulation du parc complet. Donc là, c'est une énorme simulation, hein. On a pu la faire grâce aux moyens de calcul de Météo France, hein, des supercalculateurs très imposants à la fois pour la prévision du temps et à la fois pour la recherche. Donc là, c'est un domaine qui a à peu près 600 millions de mailles. Le calcul a été lancé sur 3000 CPU pendant une bonne petite semaine. Et c'est là qu'on a dû appliquer ce que je vous présentais au tout début, qui est le time splitting, donc ce critère du pas de temps, où on a pu l'appliquer pour éviter de multiplier nos temps de calcul. Donc le parc complet, ici je vous présente deux coupes sur l'horizontale, comme le montre l'image à gauche, de la température potentielle. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en bas, on a une zone fraîche avec un réchauffement dans le sillage. En haut, on a une zone plutôt chaude avec un refroidissement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va considérer que le vent est un très mauvais conducteur de chaleur ou un très bon isolant, ça dépend du point de vue. Mais du coup, on va considérer des processus adiabatiques et notamment lorsque on a vu au tout début que les éoliennes vont mettre en rotation le sillage. Et donc, on a d'un côté des parcelles qui vont monter et d'autres qui vont descendre. Et donc, en montant, donc en venant d'un environnement plutôt froid, l'air va monter et va subir une détente adiabatique. Et c'est pour ça qu'on a un refroidissement de ces masses d'air dans la zone en haut. Et à l'inverse, on aura une compression adiabatique et donc un petit réchauffement au niveau du sol des masses d'air. Si on regarde un profil de température, donc ça c'est ce qu'on avait à la base en pointillé et je place l'éolienne pour situer un peu les niveaux. On voit qu'en fait on a une homogénéisation de θ, l'éolienne vient mélanger et vient donner une zone moins chaude en haut et une zone plus chaude en bas. Et je vous invite à regarder un peu les températures qui sont en jeu, hein. Partant disons d'une température moyenne de 274,6 Kelvin, on voit qu'on va avoir seulement un réchauffement de 0,2 degrés et un refroidissement de 0,2 degrés. C'est ça qui va créer notre nuage. Alors j'attire votre attention là-dessus, parce qu'en fait, on est ici à un état d'équilibre. Si les tests de sensibilité sur ces simulations l'ont montré, si jamais on chauffe un tout petit peu l'atmosphère, c'est de l'atmosphère globale, hein, si on la chauffe de 0,2 degrés, alors on a quelque chose de complètement sec. On n'a pas du tout de formation nuageuse, ni derrière les éoliennes, ni devant. Par contre, si on refroidit toute l'atmosphère de 0,2 degrés, alors là, on a un brouillard complet, hein. Ce n'est pas que les éoliennes qui créent le brouillard, mais on a vraiment un brouillard complet sur tout le domaine. Et en fait, ça montre que les éoliennes sont en train de travailler entre deux états un peu d'équilibre, un état sec et un état humide. Et les éoliennes viennent perturber cet équilibre en donnant un entre-deux avec un nuage qui va se créer juste derrière les éoliennes. Deuxième grandeur qu'on va regarder, c'est la teneur en vapeur d'eau, donc ce rapport de mélange. Et en fait, en bas, on a un environnement qui a plus de vapeur d'eau, en haut, un environnement qui est plus sec. Et en fait, les éoliennes, par cet effet de rotation, va venir faire monter la vapeur d'eau en altitude et va faire descendre des masses d'air qui sont quand même plus sèches. Du coup, de la même manière, si on regarde le profil de vapeur d'eau, on a, à cause de l'éolienne, une zone qui aura plus de vapeur en haut et moins de vapeur en bas. Et du coup, eh bien, quand on regarde l'humidité relative, c'est beaucoup plus facile de le comprendre. En haut, eh bien, au final, on a une zone qui est plus fraîche avec plus de vapeur et du coup, on va avoir une condensation de la vapeur d'eau et qui va former notre petit brouillard. En bas, par contre, on a une zone qui est plus chaude et avec moins de vapeur et du coup, on a un assèchement. Et là, c'est typiquement un des résultats qu'on ne voit pas sur la photo. Sur la photo, on ne voit pas forcément qu'on a un assèchement, mais si on regarde bien, on peut le voir maintenant. Mais en tout cas, ici, la simulation numérique a permis de se rendre compte d'un assèchement qu'on ne voyait pas avec une première approche sur cette photo.
Et enfin, pour terminer, sur ces résultats, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une collègue, une camarade qui était aussi doctorante, à Météo France et qui, elle, travaillait sur la représentation des nuages. Et elle a développé un code qui, en fonction, d'une caméra qu'on plaçait dans le domaine, elle allait évaluer tous les photons qui venaient du soleil et qui allaient venir frapper cette caméra. Et ces photons vont venir, traverser le domaine et donc traverser les nuages. On va donc calculer l'absorption, la réflexion et cetera. La réflexion par exemple sur l'océan. Et ensuite, ces photons vont arriver vers la caméra et puis en fonction de de leur intensité, on va pouvoir, calculer, la couleur des pixels de la caméra. Donc moi, je me suis amusé à prendre mon domaine 3D, à placer la caméra à peu près au même endroit, heu, que l'hélicoptère qui a pris la photo et à faire tourner, ce petit code de calcul et on obtient une image du coup virtuelle et très réaliste, hein, donc c'est ni du ParaView, ni du Photoshop, hein, derrière il y a des équations de la physique et ça permet de se rendre compte de la qualité du résultat avec un résultat vraiment très similaire avec la photo, qu'il y a au-dessus. Donc les éoliennes ne sont pas représentées ici, hein, puisque le code ne prend pas en compte, la réflexion sur la peinture de l'éolienne, mais les résultats sont quand même très satisfaisants. Donc pour conclure, quant à notre question scientifique, hein, pour tenter de qualifier, de quantifier et de prévoir les interactions météorologiques, eh bien on a développé un outil numérique couplé avec MESONH qui utilise la méthode LES pour représenter la couche limite atmosphérique et ses phénomènes. Pour l'éolien, on a ici utilisé la méthode de l'actuator line pour avoir un sillage instantanéaire et hélicoïdal. On a validé ça d'abord de manière aérodynamique, disons, sur l'expérience New Mexico. Et ensuite, on a pu voir qu'on pouvait bien reproduire des interactions météorologiques complexes sur le cas de la photo de Hans Revin 1. Et je vais juste donner brièvement un petit aperçu de ce qui est fait maintenant avec cet outil qu'on appelle haute fidélité. On l'utilise pour calibrer des modèles analytiques, donc ce sont des modèles de sillage très simplifiés qui vont utiliser cette forme gaussienne qu'on a vue au début, donc une gaussienne un peu améliorée. Donc, on va calibrer ces modèles simplifiés à partir de simulations haute fidélité et on va se servir de ça pour pouvoir faire des calculs très rapides pour faire de l'optimisation de placement des éoliennes dans un parc. On l'utilise aussi pour étudier maintenant l'influence de la stabilité thermique sur les sillages. Donc typiquement, quelle est la forme du sillage typique le jour lorsque c'est instable et la nuit lorsque c'est stable. On voit qu'on a différentes formes de sillage. On va étudier aussi, ce qui est apparu, récemment, ce sont des ondes de gravité induites par les éoliennes. Donc là, j'ai placé une grande éolienne qu'on a vue au début de la présentation dans une fine couche limite atmosphérique offshore et on voit que l'éolienne va venir ajouter des perturbations ici qui vont osciller et ça, c'est ce qu'on retrouve typiquement. Là, c'est une image satellite, de l'île d'Amsterdam, donc dans l'océan Indien, une île qui a une montagne. On voit que la montagne va venir générer ces oscillations dans ce nuage qui est assez similaire à l'éolienne et ça, c'est un phénomène que de plus en plus que quelques scientifiques, arrivent à voir aujourd'hui et nous, on pourrait vraiment l'étudier de manière précise et en parlant de montagne, on s'amuse aussi à faire des simulations en terrain complexe, pour pouvoir venir, placer les éoliennes. Quelques références. Et oui, je termine sur cette slide pour rappeler que MESONH est un code open source et que les ON vont aussi arriver en mode open source d'ici cet été 2021. Je vous remercie pour votre attention et je laisse place aux questions.